Bonjour et merci d'être présent pour ce nouveau tuto. Dans le précédent, je vous avais montré comment définir un flux de travail qui vous permette de traiter vos photos avec un minimum de modules activés par défaut selon vos paramètres. Dans celui-ci, nous allons maintenant étudier les moyens d'automatiser encore le traitement de vos images. Commençons par cet exemple. Voici une série de photos prises lors du retour de navigation dans l'école de voile de Gluck-sur-Mer dans le Calvados. Je vais vous faire remarquer que ces images ont été prises dans le même contexte. Si au lycée, vous avez étudié la tragédie moderne, Racine, Corneille, on vous a alors parlé des 3 règles relatives à cette tragédie, c'est-à-dire la règle des 3 unités. Unité de lieu, unité de temps et unité d'action. C'est un peu le cas de cette série. Même lieu, la mer et la plage, unité de temps, le débarquement qui dure à peu près ici une demi-heure, et d'action, l'arrivée des catamarans. Dans ces conditions, il est possible de régler les paramètres de prise de vue une fois pour toutes durant la séance, et nous obtenons alors des photos présentant, comme ici, une certaine unité, ce qui va faciliter leur développement groupé. Regardons, si vous le voulez bien, cette image de plus près. Lorsque je l'envoie dans la chambre noire, elle se trouve affectée à tous les modules que j'ai définis par mon flux de travail. Actuellement, seuls les modules contraste filmique, renforcer la netteté, calibration, exposition, correction des objectifs, réduction du bruit et balance des blancs sont activés. Vous remarquez donc que j'ai activé dans ce flux le module calibration des couleurs. Je vais l'ouvrir et vous remarquez actuellement que j'ai paramétré le CAT sur l'adaptation breadth-fone linéaire, ce qui me permet de saisir dans l'image, avec cette pipette, une zone dans laquelle le module va automatiquement définir la balance des blancs après avoir fait une analyse de cette image. Voyons ce que nous pouvons faire sur cette image en l'envoyant dans la chambre noire. Vous remarquez qu'elle arrive avec une tonalité un peu jaunâtre qui m'indique que certainement la balance des blancs est mal réglée. Et cette image est développée ici dans mon flux de travail que j'ai défini comme je vous l'ai montré dans le tuto précédent. Vous remarquerez que j'ai ici mis dans mon flux de travail et activé le module calibration des couleurs. Vous savez certainement que ce module calibration des couleurs permet de régler la balance des blancs. Alors on pourrait se dire, pourquoi activer la balance des blancs? Si je désactive la balance des blancs, vous savez qu'apparaît alors cette photo très verte qui m'indique que le module balance des blancs est absolument obligatoire dans l'utilisation de Darktable. Ouvrons le module calibration des couleurs, voilà, et vous remarquerez que pour l'instant, au niveau de l'adaptation, j'ai mis aucun, c'est-à-dire qu'on contourne le réglage de la balance des blancs. Dans ces conditions, vous ne pouvez travailler que sur le mixage des canaux. C'est un autre sujet que je traiterai plus tard. Donc, je reviens sur l'onglet CAT. Je sais que ici, dans calibration des couleurs, je ne réglerai pas la balance des blancs. Donc, allons dans le module balance des blancs. Comme paramètre, je vais prendre les paramètres du boîtier. Voilà. Et je vais maintenant regarder ce qui se passe dans la calibration des couleurs. Je ne peux pas accéder à la balance des blancs, c'est normal, j'avais paramétré comme ça. Donc, dans ces conditions, quand on est sur adaptation aucun contourné, on peut régler la balance des blancs dans le module balance des blancs. Alors, faisons un essai. Je prends ici le réglage avec la saisie d'une zone et à la pipette.
Voilà donc ma balance des blancs à peu près correcte sur cette image. Donc j'ai réglé la balance des blancs dans le module correspondant. Si je vais maintenant sur la calibration des couleurs et que je décide de vouloir faire la balance des blancs ici dans ce module, il faut que j'active une adaptation, par exemple sur Bradford linéaire, qui est, disons, un algorithme qui permet de reconnaître en fait l'illuminant qu'il y a dans la scène. Et ici, vous voyez que l'illuminant a été réglé sur lumière du jour et la teinte prise est peut-être plus correspondante avec la scène que j'ai prise ce jour-là. Donc on pourrait se dire, ben c'est parfait, ça fonctionne très bien. Seulement, vous voyez apparaître ici, à côté de calibration des couleurs, un petit triangle, ainsi que le même triangle ici sur la balance des blancs. Ce petit triangle nous indique que, en fait, je demande à Darktable de faire une balance des blancs de deux façons différentes. Et ça, c'est complètement incompatible. Darktable refuse en m'affichant ici ce message d'erreur. Comment faire en sorte d'utiliser uniquement la balance des blancs dans le module calibration des couleurs en activant quand même, puisque c'est obligatoire, le module balance des blancs? Eh bien, nous allons procéder de la façon suivante. Tout d'abord, je vais revenir sur adaptation aucun, voilà. Dans balance des blancs, vous voyez ici une petite ampoule, d'accord, qui signifie que en fait, on va renvoyer le réglage de la balance des blancs vers la calibration des couleurs. Dans ces cas, je mets par défaut le réglage que je viens de faire. Donc ici, je mets modifier ce réglage, défaut, OK. Je vais maintenant dans calibration des couleurs et si je prends le Bradford, je m'aperçois que maintenant le petit triangle ici n'apparaît plus. C'est-à-dire que je peux maintenant régler cette balance des blancs dans le module calibration. Par exemple, avec la pipette, je peux avoir comme illuminant celui qui est repéré ici. Mais je peux aussi décider, pardon, ici, de garder comme illuminant la lumière du jour. Je vais donc maintenant garder par défaut ce réglage, tout simplement en allant dans les pré-réglages, et je vais mettre à jour le pré-réglage défaut que j'avais défini précédemment. Donc, à partir de maintenant, toutes les images que je vais traiter auront la balance des blancs réglée par défaut en passant par le module calibration des couleurs. Voyons donc maintenant les réglages que nous allons faire dans le module exposition et le module filmique que je désactive pour l'instant. Et je vais entrer dans exposition, faire mes réglages. J'utilise ici l'histogramme pour vous montrer que avec les réglages dont je vous ai déjà parlé dans les tutos précédents, je vais avoir quelque chose d'intéressant pour Filmic. Voilà, exposition, j'active Filmic et j'ai ce résultat. Pour information, je peux activer l'affichage des zones brûlées bouchées. Je m'aperçois ici que j'ai un petit peu de zones brûlées sur l'image, dans la vague et sur la voile. Entrons maintenant dans Filmic. Par défaut, j'ai pris comme paramètre sur cette 241 pour l'exposition des blancs, 775 les paramètres que je vous avais déjà donnés et qui viennent en fait des préconisations données par le créateur du module. Au niveau du look, j'ai mis le contraste sur 1 et j'obtiens ici une petite zone qui m'indique effectivement que dans les noirs, il y a peut-être un petit problème. Ici, rien ne m'indique que j'ai ici une zone brûlée.
Alors, vous avez peut-être remarqué qu'on peut avoir différentes courbes ici selon que l'on clique, vous voyez, ici. Et dans cette partie ici, ça m'indique le mappage de la plage dynamique. La plage d'entrée, celle de mon image, est repérée ici, et la plage de sortie, celle de mon écran, est repérée ici. On remarque là que ici, sur l'extrémité, il y a une petite zone qui n'est pas prise en compte. Ça veut dire que les pixels qui sont là sont en dehors de la plage dynamique, et ce sont ceux qui correspondent aux zones brûlées sur l'image. Je remarque aussi, je fais remarquer aussi que la latitude, je l'ai mise dans mes pré-réglages à 50%. Je reviens dans l'onglet scène et je vais bouger l'exposition. Regardez ce qui se passe dans cette zone. En train de m'indiquer que je suis en train de remapper mon image d'entrée, et vous avez remarqué que les petites zones ici surexposées ont disparu. Je peux continuer. Je peux aussi travailler pour récupérer certains noirs ici à gauche en déplaçant le curseur, et je m'aperçois que toute la plage dynamique de mon image est prise en compte dans le remappage qui est ici réalisé par Filmic. Un petit truc que je voudrais vous faire remarquer, c'est que lorsqu'effectivement on veut cliquer et déplacer ici le curseur, on est obligé de regarder si le pointeur de la souris est en bonne place, et on oublie l'image. Alors, mettez ici votre curseur, non pas sur le triangle, mais dans la zone, ici, blanche, et avec la molette de votre souris, vous pouvez déplacer sans regarder, ce qui vous permet de voir dans le détail votre image et la façon dont elle évolue. Ce petit truc est valable dans tous les modules. Personnellement, je reviens souvent maintenant dans le mappage de la plage dynamique, puisque je pense qu'on peut affiner encore mieux les réglages. Donc voilà ce que j'obtiens après avoir réglé la luminosité et puis travaillé sur Filmic. Je vais maintenant essayer d'améliorer un petit peu cette image de la façon suivante, essayer de faire en sorte que l'écume soit légèrement un peu plus claire et que la zone ici de vague soit peut-être un peu plus saturée. Ce jour-là, la mer était assez chargée de sable. Je vais utiliser, pour faire ceci, le module zone de couleur. Pour travailler sur l'écume ici, je vais prendre l'onglet clarté, prendre la pipette, aller chercher une zone avec la pipette, activer une zone où je trouve l'écume. J'ai ici la zone correspondante, la clarté. Je vais augmenter la clarté. Vous regardez ce qui se passe sur l'image. Ici, j'augmente globalement. Je vais restreindre la zone en ajoutant ici des points. Voilà. Avant, après. Je peux bien sûr moduler si j'estime que j'ai un peu trop ajouté de blanc dans l'écume. Je souhaite aussi travailler un peu sur les vagues. Là, je vais aussi aller saisir la clarté, décidément. Je tombe dans cette zone. Je vais ici par contre diminuer. Voilà. Pour rendre la zone un peu plus sombre. Et je vais même lui ajouter un peu de saturation de la façon suivante.
travail est un peu ralenti puisque j'enregistre la vidéo. Donc ça prend de la place au niveau du processeur. Avant, après. Vous voyez que j'ai gagné un petit peu en tonalité. Ferme, zone de couleur. Et pour terminer pour le fun, je vais ajouter à cette image un cadre décoratif. Voilà ce que j'obtiens, c'est déjà pas si mal que ça. Comment faire maintenant pour aller copier, pour aller faire en sorte que ces réglages s'appliquent automatiquement aux images qui sont dans ma table lumineuse. Pour l'instant, seule cette image est affectée par les réglages que j'ai faits. Première méthode, le copier-coller. Sur cette image sélectionnée, dans Développement, je vais sélectionner Copier. Je vais aller sur une image, par exemple celle-ci, et là, je vais coller directement tous les réglages. Je pourrais coller en partie, c'est-à-dire ne copier que certains réglages. Je choisis de coller l'ensemble des réglages. Et vous voyez que les réglages vont s'appliquer automatiquement à l'image que j'ai sélectionnée. Comment faire pour maintenant aller appliquer ces réglages à toutes les autres images que nous avons vues tout à l'heure? Je vais me rendre maintenant dans la table lumineuse. On voit bien effectivement que les réglages s'appliquent uniquement à cette image-là. Et donc, première méthode que je vais utiliser, c'est la méthode du copier-coller qui va consister à copier et coller les réglages de cette image sur d'autres images. Je sélectionne mon image de départ, je clique dans le développement sur copier, je sélectionne par exemple cette image pour dire je vais aller maintenant coller. Je pourrais coller en partie, comme j'aurais pu copier en partie, mais je prends tout. Coller sur cette image, les réglages de l'image de départ vont s'appliquer à l'image que j'ai sélectionnée. Comment ça se passe? Tout simplement. Vous savez que lorsque vous ouvrez une image, vous ouvrez en même temps un fichier XMP, donc les caractéristiques de modification, de retouche de l'image 1 seront collées dans le fichier XMP de l'image 2. Bien sûr, je peux choisir de coller les réglages en question, ici, copier les réglages de cette image ou de celle-là sur plusieurs images à la fois. Prenons par exemple, en appuyant sur la touche CTRL, celle-là, pourquoi pas celle-là, après tout, et je vais activer copier, coller. Le travail se fait et mes réglages sont collés dans les images sélectionnées. Dernière façon de procéder, coller tous les réglages dans toutes les images. Là, je vais supprimer les réglages que je viens de coller. Vous voyez, ils disparaissent. Par CTRL A, je sélectionne toutes mes images et maintenant je fais coller. Il va falloir un certain temps, bien sûr. Vous voyez, en cours s'affiche. Et tous mes réglages sont maintenant collés dans toutes les images de ma pellicule actuelle. Je voudrais vous dire quelques mots rapidement sur les fichiers XMP. Nous allons quitter momentanément Darktable, aller ici dans un répertoire de mes photos, dans lequel j'ai quelques images d'un gala de danse, et vous remarquez que ce sont toutes des photos en CR2, c'est-à-dire au format RAW de mon Canon. Ces images n'ont pas encore été exportées dans Darktable. Je vais aller maintenant sur Darktable et je vais exporter les images en question. Ici, vous voyez, le gala en question et toutes mes images CR2 apparaissent et je les ouvre. Elles sont donc exportées, elles vont apparaître dans la table lumineuse et donc maintenant, je vais aller retourner voir ce qui s'est passé
dans mon répertoire. Je vais trier ici par nom et il est apparu des fichiers avec le sigle PS, puisque le type XMP vient de Photoshop, d'accord. Et vous remarquez que chacune de mes images s'est trouvée affectée, vous voyez, 0,32 ici, 312 par 32, pardon, d'un fichier qui a l'extension XMP. Donc à l'ouverture, Darktable crée pour chaque image un fichier XMP associé. Allons voir rapidement ce qu'il peut y avoir dans ce fichier XMP. Je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. Et à l'ouverture, le fichier XMP, qui est un fichier texte, contient tout un tas d'informations qui vont permettre de paramétrer l'image, qui vont donner tout un tas d'informations à Darktable pour ensuite travailler sur cette image. Donc pour l'instant, ces fichiers n'ont été ouverts que dans la table lumineuse et le fichier XMP ne contient aucune spécificité quant aux corrections que je vais faire. Prenons par exemple cette image et envoyons-la dans la table lumineuse. Je ne vais pas faire de réglage particulier, je sais que j'ai ici envoyé cette image dans mon flux. Que s'est-il passé donc maintenant au niveau du fichier XMP? Allons voir donc maintenant dans mon répertoire. J'ai toujours, alors c'était cette image-là, j'ai toujours le même fichier. J'ai ici un fichier qui semble être le même que tout à l'heure. Maintenant, allons voir ce qu'il contient. Donc, par un clic droit, je vais l'ouvrir à nouveau avec le bloc-notes et vous allez remarquer que la taille de ce fichier a considérablement augmenté. Alors, arrêtons-nous par exemple ici, sur cette partie. Bon, il y a tout un tas de caractéristiques un peu, je dirais, difficiles à comprendre, hein, mais vous remarquez ici que Darktable.opération, ça renvoie à Lens, ça correspond au module qui est chargé de faire les corrections d'objectifs. Si je descends par exemple, ici, j'ai une information, et ici, les informations vont s'appliquer au fichier de noise avec tous les paramètres nécessaires pour faire fonctionner justement ce module de noise. Donc, en fait, lorsque vous envoyez une image dans la table de développement, dans la chambre noire, automatiquement il se crée un fichier XMP qui contient tous les éléments nécessaires pour que Darktable se retrouve au niveau des modules qui ont été appliqués à l'image. Si je fais maintenant une correction sur cette image, par exemple, corriger la balance des blancs, je vais prendre la pipette et vous voyez que grâce au module de calibration des couleurs, la balance de couleurs obtenue est tout à fait satisfaisante. Eh bien, tout ce que je viens de faire va être inscrit dans le fichier XMP associé à cette image. Il faut aussi savoir que le fichier XMP ne sert pas uniquement à mettre en mémoire toutes les modifications que nous avons pu faire sur notre image. En fait, lorsque vous travaillez dans Darktable, tout ce que vous faites, n'est pas destructif. C'est-à-dire que l'image de départ n'est pas altérée par vos transformations. J'ai l'habitude de dire que le fichier XMP est à l'image ce que la gamme d'usinage est dans l'industrie à la fabrication d'une pièce. La gamme d'usinage répertorie toutes les actions, tous les réglages, tous les outils qu'il va falloir utiliser pour fabriquer la pièce. Eh bien, il en est de même pour le fichier XMP. Ce fichier XMP sera lu et utilisé lorsque vous ferez l'exportation de l'image. C'est là que toutes les modifications seront effectivement appliquées à l'image que vous fabriquerez.
Si j'efface les réglages par supprimer ici dans développement associé à cette image, je serai incapable de les recopier ailleurs. Il serait donc intéressant de se dire tous les réglages qui sont dans le contenu du fichier XMP associé à cette image, est-ce que je peux les sauvegarder pour pouvoir ensuite les appliquer à toutes mes images sans passer par le copier-coller. Donc on va sauvegarder toutes les informations dans cette image sous la forme d'un fichier qu'on appelle un fichier de style et que l'on pourra appliquer à toutes les images ensuite. Comment fait-on ceci? Je reviens dans mon développement, je vais dans mon historique et je compresse l'historique. J'ai effectivement mes 22 modules et je vais aller cliquer au bas de l'historique sur cette petite icône qui me permet de créer un style depuis l'historique actuel. Je clique sur l'icône, cette fenêtre va s'ouvrir et ici, je vais préciser que je colle pour ce style tous les modules dont j'ai besoin. Comme nom, je vais l'appeler base Luc pour rappeler le nom de mon école de voile à Luc-sur-Mer. Et je vais enregistrer ce fichier. Ce fichier sera enregistré dans ce qu'on appelle les styles de Darktable. On me dit qu'il existe déjà, je l'avais créé par précaution. Donc le style base de Luc a été créé. Comment s'en apercevoir? Eh bien, je vais aller ici dans la table lumineuse, ouvrir les styles. Vous voyez que j'ai ici une petite collection de styles et le style base Luc que je viens de créer apparaît ici. Comment appliquer ce style maintenant à mes images? Eh bien, tout simplement d'abord en sélectionnant celle qui m'intéresse. Appliquer le style base Luc, je vais sur base Luc, je sélectionne le style base Luc, je fais un double clic gauche sur la barre et le style est appliqué à toutes mes images sélectionnées. Si je veux, je vais supprimer ça. Si je veux appliquer à toutes les images, il suffit de faire CTRL-A, d'aller sur base Luc, de faire un double clic gauche. Le logiciel va travailler, vous voyez, en cours. Et voilà le résultat. Bien sûr, si je regarde les images auxquelles j'ai appliqué ce style, il en est certaines qui n'avaient pas, au départ, la même luminosité que l'image que j'ai prise en base. Si je prends par exemple celle-ci, effectivement, il faudra corriger peut-être un peu la luminosité comme le laisse apparaître l'histogramme. Nous verrons ça après. Je reviens dans la table lumineuse et je vais prendre une image qui correspond à peu près à celle que j'ai prise au départ au niveau des résultats. Je m'aperçois que j'ai effectivement ici donc la voile, la mer avec les vagues et tout, donc les paramètres que j'ai appliqués pour l'écume par exemple restent valables dans zone de couleur. Je voudrais essayer de faire encore quelques petites améliorations, par exemple dans zone de couleur, voir ce que je peux faire avec le sable. Ce sable, j'ai l'intention peut-être de lui donner un peu plus de saturation. Donc avec ma pipette, j'ai sélectionné, j'ai posé mon échantillon sur le sable, plutôt le mettre par exemple ici. La barre qui repère la zone que j'ai sélectionnée apparaît. Je vais dans la saturation et je vais donner un peu plus de saturation pour le sable, c'est-à-dire que je vais ramener un petit peu ce que j'ai fait sur le sable par rapport à ce que j'avais fait tout à l'heure sur, je crois, les vagues. Regardons le résultat. Zone de couleur, activé, désactivé, pardon, activé. On s'aperçoit que dans ces conditions, j'ai à la fois
améliorer la saturation sur le sable et dans les vagues. Continuons aussi sur cette image, je voudrais donner un peu plus de peps au ciel derrière. Donc, pareil, je vais aller placer un échantillon dans le ciel. Ça me donne ici le repérage dans cette zone. Je vais augmenter la saturation dans le ciel. Voilà qui me paraît tout à fait correct. Donc, regardons l'image avant-après. Avant, après, on s'aperçoit que les transformations qui sont faites sont assez intéressantes. Fermons zone de couleur. Regardons l'historique. On a quand même un nombre impressionnant ici de modules. On va compresser l'historique toujours en faisant bien attention d'être ici en positionné sur le dernier module en haut de la pile. Je compresse l'historique. Et donc maintenant, je vais pouvoir définir un nouveau style à partir de cette image. En fait, je ne vais pas définir un nouveau style, vous allez voir. Je vais donc, dans l'icône ici, créer un style depuis l'historique actuel. J'ajoute tous les modules et je vais regarder comme nom base Luc, qui existe déjà. Donc normalement, si j'enregistre, il doit apparaître le message « Remplacer le style existant ». Je valide sur Yes, voilà. Et donc, mon style Luc, ici, base Luc, pardon, a été modifié à partir du style précédent. Je peux donc maintenant sélectionner CTRL-A toutes les images et appliquer à nouveau le style base Luc que je viens définir. Voilà. Et vous remarquez que la tonalité du sable, ici, elle a changé. Voyons sur cette image. Telle qu'elle était au départ, telle qu'elle est maintenant, et le ciel a pris la même couleur que celui, et le sable a pris la même couleur que là où j'avais fait les réglages sur mon image de base. À partir de maintenant, il va falloir faire quelques ajustements puisque mes images, notamment par exemple celle-ci, n'avaient pas tout à fait la même, non pas la même luminosité que par exemple celle-ci. Là, il n'y a pas d'autre solution que de procéder image par image, même si parfois on pourra faire du copier-coller. Prenons par exemple cette photo. L'exposition peut être améliorée, puisqu'on voit que ici l'histogramme peut être calé vers la droite. Dans ces conditions, j'active le module exposition, j'active aussi l'indicateur des zones tronquées, et je vais ramener l'exposition sur la droite. Voilà, pas trop, comme ceci. Un petit peu plus de noir peut-être, voilà. Non, puisque j'ai un peu de noir qui est apparu ici. Voilà. Sur cette image, j'ai donc de nouveaux pré-réglages. Je m'aperçois que peut-être ces pré-réglages, je peux les appliquer à ces deux-là. Pourquoi pas voir celle-là et celle-là. Donc, ici, je sélectionne l'image sur laquelle je viens de faire quelques corrections. Je fais copier. Je sélectionne les images sur lesquelles je pense pouvoir appliquer les mêmes réglages. Celle-là, celle-là. Peut-être celle-là, oui. Celle-là aussi. Et je fais maintenant coller. Les réglages vont être appliqués à mes images. Il me reste à vérifier ce que ça donne. Ça me paraît correct pour celle-là. La précédente, c'était celle-là. Et je clique en bas. Voilà. Donc, pour ces images-là, pour l'instant, je pense que, pardon, les réglages sont corrects, j'avais dit aussi.
celle-ci et celle-là. Donc, si je reviens dans la table lumineuse, j'ai déjà fait quelques réglages. Regardons les autres photos. On peut aller voir ce que ça donne sur, par exemple, celle-ci. Je peux recaler un peu d'exposition à droite. Voilà. Peut-être un petit peu de noir. Ça me paraît correct. Regardons cette image. Je peux peut-être aussi recaler un peu d'exposition à droite. Voilà. Etc. etc. Donc, même si vous avez un style qui est appliqué en respectant la règle des 3 unités, il vous faudra quand même de temps en temps faire quelques petites rectifications. Imaginons que l'on veuille faire par exemple du noir et blanc sur cette image et ensuite sur toute la collection. Donc pour faire du noir et blanc, je vais aller dans calibration des couleurs, il y a d'autres méthodes bien sûr. Je vais cliquer sur le paramètre gris et vous voyez que si je module les curseurs rouge, vert ou bleu, j'obtiens un noir et blanc déjà assez sympathique. Je vais le faire de la façon suivante, je vais appliquer 0,4 sur les rouges, 0,5 sur les bleus et 0,1 sur les verts tout à l'heure, pardon, et sur les bleus. Je ne valide pas normaliser les canaux. Ici, j'ai fait en sorte que le total des chiffres entrés fasse 1. On pourra en reparler plus tard. Sur cette image en noir et blanc, je pense que j'ai déjà des résultats sympas. Que se passait-il si j'augmentais les bleus? Vous voyez, la luminosité augmente. Je vais garder mon réglage de 0,1. Le but, ce n'est pas de s'approprier la technique pour l'instant. Eh bien, ce style noir et blanc, je vais le définir de la façon suivante. Bien sûr, comme d'habitude, on va compresser, décidément, on va compresser l'historique. Définir un nouveau style en ajoutant tous les modules. Ce style, je vais l'appeler Luc noir et blanc. N en majuscule, voilà, noir et blanc, et j'enregistre. Le style Luc noir et blanc a été créé. Si je retourne dans la table lumineuse, j'ai bien le style Luc noir et blanc. Ici, j'avais défini précédemment. Je vais sélectionner toutes mes images, CTRL A, et appliquer le style en question à toutes les images en faisant un double clic. Et voilà toutes mes images transformées en noir et blanc. Regardons un peu le résultat. Sur celle-ci, on pourrait peut-être reprendre la luminosité. Mais bon, pour l'instant, c'est le principe qu'il faut voir. Vous voyez ici, je manque un peu de luminosité. Donc, je revais dans l'exposition. Voilà. Etc. etc. Pour terminer, regardons ce que je pourrais faire, par exemple, pour, à partir de cette image en noir et blanc, lui donner un ton sépia.
Je vais aller dans Balance des couleurs, qui est sur le contrôle TSL. Au niveau des teintes des tons moyens, je vais choisir la teinte rouge orangé. Pour l'instant, il ne se passe rien puisque la saturation est à 0. Je vais augmenter la saturation sur cette teinte rouge orangé. Et vous voyez apparaître petit à petit, progressivement, voilà, une teinte qui s'apparente au sépia. Là, je l'ai fait uniquement sur les tons moyens, mais je pourrais le faire aussi sur les tons clairs ou les tons foncés. Vous avez compris le principe. Si je me mets ici sur un bleu, un cyan plutôt, j'aurai ici une image avec une teinte cyan. Voilà, donc je vais revenir à mon sépia, forcer un peu la saturation, voilà. On va rester comme ça. Fermer balance des couleurs, retourner dans compresser l'historique, créer un style à partir de tous les réglages. Ce style, je vais l'appeler Luc Sépia. Et je l'enregistre. Bien sûr, le style Luc Sépia est appliqué à l'image. Il apparaît dans la liste de tous les styles. Si je fais un CTRL A pour sélectionner toutes mes images, je vais appliquer à toutes mes images le style Luc Sépia. Et voilà. Regardons maintenant un peu ce qui se passe dans le cadre style. Vous voyez que j'ai intégré certains styles, nous allons voir tout à l'heure comment faire, et regardons un petit peu ce qui se passe en bas. Vous pouvez, lorsque vous appliquez un style, cloner l'image. Prenons par exemple cette image sur laquelle je vais appliquer le style, par exemple, Astria, en clonant l'image. Voilà. Et donc, j'ai appliqué le style en question, l'image de départ et l'image avec le style appliqué, qui a été clonée. Nous avons donc deux images, l'image de départ et l'image après avoir appliqué le style. Si je veux enlever cette image, je la sélectionne et je vais aller dans Image sélectionnée, enlever. Donc, première chose, continuons. Vous pouvez créer directement un style à partir d'une image sélectionnée. Voyons ceci. Prenons par exemple cette photo et je vais changer le cadre décoratif. Je vais mettre un cadre interne. Je peux définir sa taille, voyez. Et en cadre interne, eh bien, je vais mettre une couleur associée à mon image. Ici, ça c'est la bordure, pardon, excusez-moi, je vais laisser la bordure en blanc. Hop, select. Le cadre interne, par contre, je vais aller saisir la couleur dans le ciel. J'obtiens donc maintenant cette image avec ce cadre. Je retourne dans la table lumineuse et si je veux créer un style à partir de cette image, c'est tout simple, il suffit de sélectionner une image, de cliquer sur créer, automatiquement tous les modules sont inclus, il suffit de mettre ici, par exemple, Luc cadre 2 et d'enregistrer. Le style Luc cadre 2 est créé, il suffit de cliquer sur une image pour l'appliquer. Pardon, je me suis trompé, je reviens en arrière. Luc cadre 2, et voilà. Bien sûr, dans la fenêtre style, vous pouvez sélectionner un style, par exemple celui-là, et l'enlever. Voilà, voulez-vous, hop, il est parti. Voyons maintenant ce qui se passe si je clique sur Importer. Quand j'ai un style sélectionné, je vois apparaître Importer, Exporter.
Donc, ici, ça voudrait dire que je veux pardon, exporter le style Luxepia. Je vais cliquer sur exporter et à ce moment-là, j'entre dans l'explorateur et je vais définir par exemple le dossier dans lequel je veux exporter ce style. Je sélectionne mon dossier d'export et je clique sur enregistrer. Donc le style Luxepia a été exporté. Pourquoi exporter des styles? Si vous travaillez beaucoup avec les styles, au bout d'un certain temps, vous en aurez peut-être de trop sur votre fenêtre style, donc vous éprouverez peut-être le besoin de les ranger dans un petit coin. Vous pouvez donc utiliser cette technique de l'exportation. Mais vous pouvez aussi exporter ces styles vers des sites qui sont spécialement dédiés au style Darktable et nous allons en ouvrir un. Voyons donc comment récupérer des styles sur Internet. Dans votre navigateur, vous tapez par exemple style Darktable en recherche. Vous allez avoir donc la liste des sites sur lesquels vous entendrez parler, des sites dans lesquels vous entendrez parler des styles. Et il y a notamment un site très intéressant au niveau des styles qui est dtstyle.net que j'active et vous entrez dans cette fenêtre où vous avez en haut les images de base. Vous voyez, ça sont les images de départ et en dessous les images obtenues en fonction des styles que vous allez choisir. Si par exemple je clique sur cette image, je prends la molette, je m'aperçois que le style Black and White Portrait XT, à partir de cette image, me donne cette image sur une scène de camion, ici sur une grenouille, ici sur un paysage et là sur un portrait. Si je veux voir effectivement le résultat obtenu en plus grand, je peux, excusez-moi, cliquer, voilà, par Escape, je sors, et si je veux télécharger le style, je clique sur le titre du style, et je peux télécharger le style en question, que je vais mettre en enregistrement dans le fichier téléchargement. OK. Alors, par exemple, cette image, avec des effets un peu particuliers, je l'agrandis, Escape, sur la grenouille, voilà. Et si je veux télécharger ce style, bien, je reclique à nouveau dessus, je fais le download, j'enregistre dans téléchargement, et voilà. Et si vous voulez donc parcourir toute la page des styles, eh bien vous avez du travail parce qu'il y en a une quantité phénoménale, le temps qu'il s'affiche. Vous faites votre choix et vous téléchargez. Vous allez ensuite dans votre dossier téléchargement, là où vous avez mis vos dossiers DT-Style, c'est leur extension, d'accord? Et vous sélectionnez tous ces fichiers, vous faites un copier bien sûr pour aller ensuite dans le dossier dans lequel vous voulez ranger vos styles ici, le dossier import, et vous faites un coller, bien sûr, et tous les styles que vous avez téléchargés seront dans votre dossier d'importation. Vous revenez ensuite dans Darktable, dans les styles, vous cliquez sur Importer, vous allez rechercher le répertoire sur lequel vous avez importé vos fichiers de style, ici Import. CTRL A, vous sélectionnez tous les fichiers, vous cliquez sur Ouvrir et vous voyez instantanément tous les styles que vous avez importés s'affichent dans la fenêtre des styles.
Si vous voulez exporter un style ou des styles dans un répertoire d'exportation, vous les sélectionnez. Je vais sélectionner les styles qui me sont personnels. En appuyant sur la touche CTRL, vous pouvez sélectionner les styles que vous souhaitez donc exporter. Pas celui-là. Voilà. 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 Vous cliquez sur exporter. Vous vous rendez évidemment dans le répertoire dans lequel vous voulez exporter vos styles. Donc ici, je cherche Ice Cream. Je cherche style. J'ai un répertoire d'export et je vais enregistrer. Il y en a un qui existait déjà. Voilà. Donc, les styles en question maintenant sont dans le répertoire exportation. Si vous souhaitez maintenant envoyer vos styles personnels vers le site dtstyles.net, il suffit d'aller sur ce site, de cliquer sur Upload Style et vous entrez à ce moment-là dans votre arborescence, là où vous avez mis vos styles à exporter. Pardon, on va y arriver. Et évidemment, là, il vous faut prendre le répertoire dans lequel vous avez décidé de mettre les styles à exporter. J'ai l'impression que tout à l'heure, j'en ai manqué quelques-uns. Bon, c'est pas grave, je ne fais pas la manipulation parce que je n'ai pas la prétention, pour l'instant, de présenter mes styles sur le site. Lorsque vous avez sélectionné un style, par exemple voile Luc noir et blanc, vous pouvez l'éditer et décider dans la fenêtre d'édition de supprimer par exemple le cadre décoratif. Vous décochez le cadre décoratif. Si vous voulez garder base Luc noir et blanc et créer le nouveau style sans cadre, vous lui donnez un autre nom, base Luc noir et blanc par exemple 1, et vous enregistrez. Dans ces cas-là, vous allez avoir apparaître dans votre liste le base Luc noir et blanc 1 qui, si je l'applique, effectivement me met l'image en noir et blanc, mais sans le cadre. Voyons maintenant ce qui se cache derrière le mode empiler ou écraser. Je vais garder empiler. Sur cette image, je vais supprimer tous les réglages que j'ai faits depuis que je travaille. Je reviens à mon image de base. Si j'active cette image dans la chambre noire, j'ai ici mon image de base traitée avec les 22 modules, activés ou non, dont je me suis servi. Je reviens dans la table lumineuse et je décide d'appliquer à cette image le réglage voile Luc de base, qui est ici. Le style est appliqué. Je réaffiche mon image dans la chambre noire et vous voyez que ici maintenant dans l'historique, j'ai 44 modules, c'est-à-dire que les modules du style que je viens d'appliquer, à savoir le style de base sur Luc, se sont empilés par rapport au module précédent dans l'historique. Si je continue par exemple en retournant dans table lumineuse et que j'applique par exemple Nashville 2, le style Nashville 2 a été appliqué, je retourne dans la chambre noire, voilà ce que j'obtiens, et ici j'ai 47 modules qui constituent la pile de l'historique.
Donc en fait, globalement, lorsqu'on empile les styles, eh bien les modules utilisés sont mis à la queue leu dans la pile de l'historique. Je vais maintenant changer de mode en passant au mode écrasé. Je vais appliquer comme tout à l'heure base Luc, puis Nashville 2 de la même façon. Je mets mon image dans la chambre noire et je m'aperçois que tout en ayant appliqué des styles qui comportent un certain nombre de modules, Darktable s'est arrangé pour en limiter le nombre en écrasant, je pense, ceux qui ne sont pas inutiles. Comment cela se fait-il? Je ne sais pas, j'ai essayé de comprendre, mais pour l'instant, je ne sais pas vous donner d'explication. Si quelqu'un en a une, merci de me la faire parvenir. Une dernière petite remarque concernant la création des styles. Si je sélectionne cette image et que je veuille éditer le contenu du style associé, c'est-à-dire éditer le style base Luc, voilà, on s'aperçoit que par défaut et pour aller très vite, j'ai activé tous les modules. Or, dans l'image de base, avant qu'elle ne soit traitée, il y a déjà certains modules qui sont activés. Notamment, par exemple, la réduction du bruit de profil. Si je n'ai pas changé ce réglage, je ne suis pas obligé de l'inclure dans le style. De même que le profil de couleur d'entrée, qui sont des modules obligatoires. Profil de couleur de sortie, dématrissage, reconstruire à la haute lumière, je le garde. Orientation, calibration des couleurs, je le garde, puisque j'ai fait quelques modifications. Renforcer la netteté, je peux l'enlever d'ici puisqu'il est déjà au départ. Point noir, point blanc. Encodage écran, balance des blancs, il faut le laisser activer. Filmique, bien sûr, j'ai fait des modifications. Exposition aussi. Zone de couleur activée. Cadre décoratif aussi. Je le garde. Et contraste local, je le garde aussi. Donc, je vais sauvegarder ce style, bien sûr. Je vais laisser son nom, base Luc. Et si j'édite maintenant base Luc, il ne contient que les modules nécessaires par rapport au module de base lorsque j'ouvre l'image dans la chambre noire. Et voilà donc ce que j'avais à vous dire sur les styles dans Darktable. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.